Vous êtes-vous déjà demandé comment les Amérindiens pouvaient construire une maison complète en moins d'une heure? Leur remarquable système de construction de tipis renfermait un secret qui rendait l'impossible possible. Cette approche ingénieuse n'était pas seulement une question d'abri. Elle soutenait tout leur mode de vie, alors qu'ils se déplaçaient au rythme des saisons à travers les plaines. La vie dans les grandes plaines exigeait un mouvement constant. Pour les tribus amérindiennes, rester au même endroit n'était pas une option. Les troupeaux de bisons dont ils dépendaient étaient toujours en mouvement. Et là où allaient les bisons, le peuple suivait. Ce mode de vie nomade créait un défi unique en matière d'habitat. Les tribus des plaines avaient besoin de maisons pouvant être démontées, transportées et réassemblées rapidement, parfois avec seulement quelques heures de préavis lorsqu'un troupeau de bisons était repéré ou qu'une menace météorologique surgissait. Le tipi apparut comme la solution parfaite. Ces habitations coniques étaient des merveilles de praticité, perfectionnées au fil d'innombrables générations. Une fois démontés, les composants d'un tipi pouvaient être transportés à l'aide de quelques chevaux ou de chiens tirant un travois. Le poids moyen d'un tipi variait entre 300 et 400 livres au total. La rapidité de montage s'avérait tout aussi cruciale. Les tribus des plaines pouvaient ériger un tipi complet en moins d'une heure, assez rapidement pour installer un village entier avant la tombée de la nuit. L'adaptabilité du tipi aux différentes conditions climatiques le rendait inestimable. En hiver, la couverture pouvait être serrée pour conserver la chaleur. En été, les bords inférieurs pouvaient être relevés pour la ventilation. Les rabats de fumée au sommet pouvaient être ajustés pour gérer le flux d'air et empêcher la pluie ou la neige d'entrer. Le thermostat de la nature, des siècles avant la climatisation moderne. Mais comment parvenait-il exactement à réaliser ce prodige d'habitation portable? Tout commençait par quelque chose de trompeusement simple mais d'une efficacité ingénieuse. Le secret de cette efficacité remarquable résidait dans l'armature du trépied. 3 solides perches, généralement faites de pin lodgepole ou d'un bois similaire, étaient soigneusement choisies pour leur rectitude et leur solidité. Ces perches formaient l'épine dorsale de toute l'habitation, créant une base capable de résister aux conditions rudes des prairies sans avoir à déposer un seul permis de construction. Pour commencer, les 3 perches étaient posées au sol, positionnées de façon à se chevaucher près de leurs extrémités les plus fines. Le constructeur les liait ensuite avec des tendons ou du cuir brut, créant une jonction solide au sommet. Une fois attachées, 2 personnes, ou parfois un seul individu expérimenté, soulevaient cette section liée et écartaient les bases des perches en un motif triangulaire. D'un bruit sourd, le trépied se mettait en place, dressé fièrement contre le ciel des prairies. Aucun outil électrique requis, seulement de bons vieux muscles et du savoir-faire. Ce qui rendait cette approche si brillante, c'était sa stabilité intrinsèque. Le design en trépied résiste naturellement au mouvement dans toutes les directions. Une structure à 3 pieds trouve toujours son équilibre, ce qui s'avérait essentiel face au climat imprévisible des grandes plaines. Dame Nature pouvait souffler de toutes ses forces, mais ce trépied ne bougeait pas. Le positionnement de ces premières perches obéissait à une sagesse pratique. Les tribus orientèrent généralement l'ouverture de la porte vers l'est, permettant au soleil du matin de réchauffer le tipi tout en le protégeant des vents dominants venant de l'ouest. Cette orientation réfléchie offrait une régulation naturelle de la température bien avant que quelqu'un ne se plaigne d'avoir à toucher au thermostat. Avec le trépied solidement ancré, la structure était prête à être agrandie. Mais un simple trépied ne fait pas une maison. Les bâtisseurs de tipis passaient alors à la phase cruciale suivante de la construction. Créer l'armature complète qui définirait la forme conique emblématique de l'habitation. Une fois le trépied solidement dressé, les constructeurs amérindiens sélectionnaient soigneusement les perches restantes nécessaires pour compléter l'ossature. Chaque perche était récoltée avec intention, généralement à partir de pins lodgepole qui poussaient droit et élancés. Les bâtisseurs en retiraient l'écorce et les lissaient, s'assurant que la précieuse couverture en peau de bison ne s'accroche pas ni ne se déchire lorsqu'on la plaçait dessus. Le nombre de perches variait selon la tribu et la taille du tipi, mais la plupart des habitations nécessitaient entre 12 et 18 perches supplémentaires en plus du trépied initial. Les modèles familiaux plus grands pouvaient en utiliser jusqu'à 20 ou même 25 au total.
Un tipi de taille moyenne, pouvant loger confortablement une famille de 4 personnes, mesurait généralement environ 4,2 mètres de haut et 4,5 mètres de diamètre à la base. Assez douillet pour une soirée de jeux en famille, mais avec une meilleure circulation de l'air que votre salon moyen. Le placement de chaque perche suivait un schéma précis. Après avoir établi le trépied initial, le constructeur prenait la 4e perche et la plaçait contre le trépied dans une position soigneusement choisie. Cette perche reposait dans l'embranchement créé par 2 des perches du trépied, ajoutant de la stabilité tout en commençant à former la base circulaire. Chaque perche suivante était ajoutée de la même manière, en travaillant autour de la structure dans le sens horaire ou anti-horaire, selon la tradition tribale. Et jamais il n'était nécessaire d'appeler une assistance téléphonique ou de feuilleter un manuel d'instruction. L'aspect véritablement ingénieux de cette méthode de construction résidait dans la façon dont les perches s'emboîtaient. À mesure que chaque nouvelle perche était ajoutée, son propre poids créait une tension naturelle contre les autres. Pas de clous, pas de colle, pas d'assemblage complexe, seulement la gravité et la physique travaillant ensemble en parfaite harmonie. La forme conique répartissait naturellement le poids vers le bas et vers l'extérieur, rendant la structure plus solide à chaque ajout. Les bâtisseurs amérindiens savaient exactement où placer chaque perche pour une stabilité maximale. L'espacement entre les perches à la base était remarquablement constant, créant un cercle presque parfait. Ce n'était pas une simple coïncidence. Des générations d'expérience leur avaient enseigné l'agencement optimal. Trop rapproché et la couverture ne s'ajustait pas correctement. Trop éloignée et la structure pouvait devenir instable par vent fort. Les perches s'élevaient bien au-dessus du point où elles se croisaient, formant une couronne distinctive au sommet du tipi. Cette extension servait un objectif crucial, créer une armature naturelle pour le trou de fumée, élément essentiel permettant à la fumée du feu de s'échapper, tout en gardant les intempéries à l'extérieur. Ces extensions servaient également de point d'ancrage pour les rabats extérieurs réglables qui aidaient ensuite à réguler la circulation de l'air. Par mauvais temps, la conception structurelle du tipi prouvait toute sa valeur. La forme conique déviait naturellement le vent, permettant aux rafales de contourner la structure plutôt que de s'y opposer. Lorsqu'il était correctement construit et ancré, un tipi pouvait résister aux tempêtes de vent des prairies qui auraient poussé le reste d'entre nous à se réfugier dans un sous-sol en vérifiant les alertes météo sur nos téléphones. L'ensemble du processus de levage des perches prenait étonnamment peu de temps, généralement moins de 30 minutes pour les constructeurs expérimentés. Les perches étaient en général préparées à l'avance, chacune taillée et lissée bien avant le début de la construction. Cette préparation faisait partie du système de portabilité du tipi. Lorsqu'une tribu devait se déplacer, elle pouvait rapidement démonter son habitation, les perches servant souvent en même temps de brancard de travois pour transporter les affaires. Voilà ce qu'on appelle un design fonctionnel. Ces perches n'étaient pas seulement là pour faire joli. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la façon dont cette méthode de construction répondait simultanément à plusieurs défis. La forme conique offrait une excellente efficacité de l'espace intérieur, maximisant la surface au sol utilisable tout en minimisant la quantité de matériaux nécessaires. Les parois inclinées évacuaient naturellement la pluie et la neige. La base circulaire éliminait les recoins où l'air froid pouvait s'accumuler. L'ensemble de la structure pouvait être ajusté selon les saisons, resserré pour les tempêtes hivernales ou desserré pour la ventilation estivale. L'espacement entre les perches à la base était remarquablement constant, créant un cercle presque parfait. Ce n'était pas une simple coïncidence. Des générations d'expérience leur avaient enseigné l'agencement optimal. Trop rapproché et la couverture ne s'ajustait pas correctement. Trop éloigné et la structure pouvait devenir instable par vent fort. Les perches s'élevaient bien au-dessus du point où elles se croisaient, formant une couronne distinctive au sommet du tipi. Cette extension servait un objectif crucial, créer une armature naturelle pour le trou de fumée, élément essentiel permettant à la fumée du feu de s'échapper tout en gardant les intempéries à l'extérieur. Ces extensions servaient également de point d'ancrage pour les rabats extérieurs réglables, qui aidaient ensuite à réguler la circulation de l'air. Par mauvais temps, la conception structurelle du tipi prouvait toute sa valeur. La forme conique déviait naturellement le vent, permettant aux rafales de contourner la structure plutôt que de s'y opposer. Lorsqu'il était correctement construit et ancré,
Un tipi pouvait résister aux tempêtes de vent des prairies qui auraient poussé le reste d'entre nous à se réfugier dans un sous-sol en vérifiant les alertes météo sur nos téléphones. L'ensemble du processus de levage des perches prenait étonnamment peu de temps, généralement moins de 30 minutes pour les constructeurs expérimentés. Les perches étaient en général préparées à l'avance, chacune taillée et lissée bien avant le début de la construction. Cette préparation faisait partie du système de portabilité du tipi. Lorsqu'une tribu devait se déplacer, elle pouvait rapidement démonter son habitation, les perches servant souvent en même temps de brancard de travois pour transporter les affaires. Voilà ce qu'on appelle un design fonctionnel. Ces perches n'étaient pas seulement là pour faire joli. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la façon dont cette méthode de construction répondait simultanément à plusieurs défis. La forme conique offrait une excellente efficacité de l'espace intérieur, maximisant la surface au sol utilisable tout en minimisant la quantité de matériaux nécessaires. Les parois inclinées évacuaient naturellement la pluie et la neige. La base circulaire éliminait les recoins où l'air froid pouvait s'accumuler. L'ensemble de la structure pouvait être ajusté selon les saisons, resserré pour les tempêtes hivernales ou desserré pour la ventilation estivale. Certaines tribus avaient même développé des perches spécialisées pour leurs tipis. Les Pieds Noirs, par exemple, utilisaient souvent des perches particulièrement longues qui dépassaient davantage au-dessus du trou de fumée, créant une silhouette distinctive identifiant leur campement de loin. Ce n'étaient pas seulement des différences fonctionnelles, mais de véritables signatures culturelles intégrées à la structure même de leurs habitations. Les preuves archéologiques suggèrent que ce design à armature de perche est resté largement inchangé pendant au moins 500 ans à travers diverses tribus des plaines. C'est un témoignage de l'adéquation parfaite de cette solution aux défis de la vie nomade dans les grandes plaines. Aucune école d'architecture n'avait enseigné ce design. Il avait évolué au fil des générations grâce à une expérience pratique transmise par démonstration plutôt que par manuel. Avec toutes les perches en place, l'armature se dressait désormais complète. Une constellation de bois contre le ciel des prairies. Mais une armature seule ne fait pas une maison. Il fallait protection, chaleur et une barrière contre les éléments. Vint alors l'étape qui donnait véritablement vie au tipi. Les constructeurs se concentraient désormais sur l'élément qui transformait une simple structure en véritable maison, la couverture. Ce n'était pas juste un matériau quelconque jeté sur quelques bâtons. La couverture représentait des mois de préparation minutieuse et des générations de savoir accumulé sur le travail de l'une des ressources les plus précieuses des plaines, les peaux de bison. Le processus de création d'une couverture de tipi commençait bien avant le jour de la construction. Les femmes, qui étaient généralement responsables de la fabrication des tipis dans la plupart des tribus des plaines, sélectionnaient et préparaient avec soin entre 8 et 20 peaux de bison selon la taille du tipi. Seules les peaux d'hiver étaient considérées comme adaptées à cet usage. Pendant les mois froids, les bisons développaient une fourrure plus épaisse et plus dense, qui offrait une meilleure isolation et résistance aux intempéries. Les peaux d'été étaient trop fines et ne pouvaient pas répondre aux exigences imposées à l'extérieur d'une habitation. C'était un peu comme se présenter à une tempête de neige vêtue d'un simple coupe-vent. Une fois la chasse terminée et la peau obtenue, le vrai travail commençait. D'abord, les peaux étaient grattées pour être débarrassées de toute chair et graisse à l'aide d'outils spécialisés en os ou en pierre. Ce processus fastidieux pouvait prendre plusieurs jours par peau, nécessitant patience et force dans les bras. Les peaux grattées étaient ensuite étirées sur des cadres pour sécher, une étape cruciale qui empêchait le rétrécissement et la déformation ultérieure. Personne ne voulait se réveiller pour constater que sa maison avait rétréci de 2 tailles dans la nuit. Après séchage, les femmes fumaient les peaux au-dessus de feux couvants. Ce fumage ne servait pas seulement à ajouter un arôme agréable, il rendait les peaux imperméables et les empêchait de durcir en cas d'humidité. Une peau bien fumée pouvait être pliée et stockée longtemps sans se fissurer, même avec les variations d'humidité. Le fumage donnait également aux peaux leur couleur brun doré caractéristique qui distinguait les tipis à travers les plaines. L'étape suivante impliquait l'une des prouesses les plus impressionnantes de l'artisanat pré-industriel, coudre les peaux individuelles pour créer une seule couverture massive. À l'aide de fils de tendons animal, seus et d'aiguilles en os, les femmes assemblèrent les peaux avec des coutures incroyablement serrées et étanches.
Le fil pouvait s'étirer lorsqu'il était mouillé, mais se contracter ensuite en séchant, resserrant ainsi les coutures. Cette propriété naturelle du seau-nu créait des joints auto-étanches qui s'amélioraient avec le temps. Une couverture de tipi de taille moyenne nécessitait environ 10 à 12 peaux de bison et contenait plus de 200 mètres de couture faite main. Imaginez coudre à la main une couette taille king, mais avec un matériau bien plus lourd, des aiguilles en os et sans électricité. Et elle faisait cela tout en s'occupant des foyers, des enfants et de nombreuses autres tâches. La couverture terminée n'était pas un simple cercle, mais plutôt une pièce semi-circulaire avec des rabats, renforts et poches spécifiques conçues pour s'ajuster parfaitement à l'armature de perche. Les rabats de fumée au sommet étaient soigneusement conçus pour capter le vent et aider à évacuer la fumée du tipi. Même les plus petits détails étaient pris en compte, comme des bandes de renfort supplémentaires au point de tension maximale. Ces femmes étaient de véritables ingénieurs structurels avant même que le métier d'ingénieur n'existe. Au moment d'installer la couverture sur l'armature, la précision comptait. La couverture était placée au sol du côté ouest de l'armature, fixée à ce qu'on appelait la perche de levage, puis hissée et enroulée autour de la structure. Cette approche méthodique garantissait que la couverture soit posée correctement du premier coup, car manipuler une couverture de plusieurs centaines de kilos en peau de bison n'était pas quelque chose que l'on voulait faire deux fois. Une fois en place, les bords avant de la couverture étaient fixés avec des chevilles en bois au point de chevauchement, créant l'entrée caractéristique du tipi. Les bords inférieurs étaient ensuite ancrés au sol à l'aide de piquets en bois enfoncés dans des trous spécialement renforcés dans la peau. Dans les régions particulièrement venteuses, des pierres pouvaient être disposées autour de la base pour plus de stabilité. Les propriétés naturelles de la peau de bison en faisaient un matériau de couverture idéal. Lorsqu'elle était mouillée, la peau se contractait légèrement, se resserrant contre l'armature et devenant encore plus imperméable. Pendant les périodes chaudes et sèches, la couverture se détendait légèrement, permettant une meilleure circulation de l'air. C'était un matériau naturellement réactif qui s'adaptait aux conditions sans intervention humaine. Ces couvertures étaient incroyablement durables. Une couverture de tipi bien entretenue pouvait durer jusqu'à 10 ans avec des soins et réparations appropriés. Compte tenu du travail nécessaire à sa fabrication, cette longévité était essentielle. Les familles réparaient et entretenaient soigneusement leurs couvertures, remplaçant les peaux individuelles si nécessaire, plutôt que de repartir de zéro. Certaines couvertures étaient transmises et modifiées de génération en génération. Différentes tribus développaient des motifs décoratifs distinctifs pour leurs couvertures de tipi. Les pièces noires étaient connues pour leurs motifs géométriques élaborés à la base, tandis que les tipis Lakota présentaient souvent des peintures représentant des événements importants ou des symboles spirituels. Ces motifs n'étaient pas seulement décoratifs. Ils racontaient des histoires, marquaient des accomplissements et identifièrent la famille qui habitait l'intérieur. Après avoir installé la peau de bison sur l'armature de perche, la phase suivante, cruciale, commençait, tout fixé solidement en place. Il ne s'agissait pas simplement de planter quelques piquets. Le processus d'ancrage impliquait plusieurs techniques travaillant ensemble pour créer une habitation capable de résister à des conditions extrêmes. La première priorité était de fixer l'ouverture avant où les deux côtés de la couverture semi-circulaire se rejoignaient à l'avant. Des chevilles en bois étaient insérées dans des trous renforcés de la peau. Ce n'étaient pas de simples chevilles. Elles étaient soigneusement sculptées pour éviter de glisser, avec des têtes plus larges qui ne traversaient pas la peau. Un tipi typique nécessitait 8 à 12 de ces chevilles rien que pour la couture avant. L'espacement entre les chevilles était crucial. Trop éloigné et des courants d'air pénétraient, trop rapprochés, et la peau risquait de se déchirer sous tension. Une fois la couture avant sécurisée, l'attention se portait sur l'ancrage des bords inférieurs. C'est là que les pierres emblématiques, que vous avez peut-être vues sur des photographies historiques, entraient en jeu. De nombreuses tribus utilisaient des pierres pour alourdir les bords du tipi. Pas n'importe quelle pierre, elles étaient soigneusement choisies, suffisamment lourdes pour tenir fermement mais pas trop tranchantes pour ne pas endommager la précieuse couverture. Dans les camps plus permanents, ces pierres pouvaient être disposées en cercles parfaits, créant ce que les archéologues appellent aujourd'hui des cercles de tipi. Des motifs circulaires de pierres qui ont perduré pendant des siècles à travers les plaines. Dans les régions où les pierres adaptées étaient absentes,
des piquets en bois passés dans des boucles spécialisées de la peau remplissaient la même fonction. Ces piquets, généralement de 20 à 30 cm de long, étaient enfoncés en biais vers l'extérieur pour mieux résister au vent qui soulève la couverture. Un tipi moyen pouvait utiliser 20 à 30 piquets autour de sa circonférence. Lors de l'installation sur un sol gelé, chauffer les piquets au feu avant de les planter facilitait leur enfoncement dans la terre dure. Une astuce ingénieuse qui permettait de gagner du temps et d'éviter les frustrations. Le bas de la couverture n'était pas tendu comme un tambour contre le sol. Un petit espace était souvent laissé pour la ventilation, ajustable selon les conditions météo. En hiver, cet espace pouvait être bourré de herbes pour l'isolation. En été, il restait ouvert pour permettre la circulation de l'air frais. Pour une stabilité supplémentaire dans les régions particulièrement venteuses, de nombreuses tribus utilisaient ce que l'on pourrait appeler des cordes anti-tempête. Des cordes extérieures reliant les perches supérieures à des piquets plantés loin de la base du tipi. Elles créaient des points d'ancrage supplémentaires qui empêchaient l'ensemble de la structure de se déplacer ou de s'incliner sous de fortes rafales. Ces cordes étaient souvent faites de poils de bison tressés ou de fibres végétales traitées avec du gras pour résister aux intempéries. Bien installées, ces cordes pouvaient aider un tipi à supporter des vents de 80 à 100 km/h, des vitesses qui mettraient à terre la plupart des tentes modernes. La couverture de la porte nécessitait également une attention particulière. Contrairement à nos maisons modernes avec des portes à charnières, les entrées des tipis étaient généralement recouvertes d'une pièce de peau ou d'un tapis tissé pouvant être fermé de l'intérieur ou de l'extérieur. L'entrée était habituellement fixée avec des chevilles ou des liens en bois et, par temps froid, doublée pour plus d'isolation. La porte faisait généralement face à l'est, permettant au soleil du matin de réchauffer l'intérieur tout en protégeant des vents dominants d'ouest. Une caractéristique de sécurité ingénieuse, le bord inférieur du tipi pouvait être rapidement fixé depuis l'intérieur en cas d'orage soudain. Si vous étiez à l'intérieur lors d'une tempête, vous n'aviez pas besoin de sortir pour sécuriser votre maison. Il suffisait de glisser la main sous le bord et d'enfoncer les piquets dans les boucles intérieures. Quiconque a déjà couru dehors sous la pluie pour fixer une bâche de camping peut apprécier cet élément de conception réfléchi. Avec tous ces éléments de fixation en place, le tipi était prêt à affronter tout ce que la prairie pouvait lui réserver. Mais une habitation sécurisée nécessitait encore un élément crucial. Comme dit le vieux dicton, là où il y a de la fumée, il y a du feu. Dans un tipi, là où il y a du feu, il faut un trou à fumée bien conçu, sous peine de se retrouver rapidement dans une situation plutôt inconfortable avec les yeux qui pleurent et un nouvel amour pour l'air frais. Le trou à fumée n'était pas une simple pensée secondaire dans le design du tipi. Situé au sommet, là où se croisaient les perches, il servait de cheminée, de fenêtre et de système de ventilation du tipi en un seul élément. Sans lui, l'intérieur deviendrait rapidement irrespirable à cause de la fumée du feu central qui fournissait chaleur et lumière. Pourtant, laisser simplement un trou au sommet inviterait la pluie, la neige et l'air froid à pénétrer directement dans l'espace de vie. La manière qu'a la nature de s'assurer que vous ne soyez jamais trop à l'aise. La solution ? Des rabats de fumée réglables. Ces extensions triangulaires de la couverture du tipi pouvaient être positionnées à l'aide de perches extérieures pour créer l'ouverture de taille et de forme idéale. Par temps calme et dégagé, les rabats pouvaient être largement ouverts pour laisser sortir la fumée et laisser entrer la lumière du soleil. Lorsque la pluie menaçait, ils pouvaient être partiellement fermés ou orientés du côté sous le vent, empêchant les précipitations d'entrer tout en permettant à la fumée de s'échapper. Une application météo préhistorique qui ne nécessitait jamais de recharge. Ces rabats ne se contentaient pas d'évacuer la fumée. Ils contribuaient activement à la faire remonter et sortir. Les rabats créaient une zone de basse pression au-dessus du tipi lorsque le vent passait au-dessus d'eux. Cette aspiration naturelle tirait la fumée vers le haut et l'extérieur, plutôt que de la laisser stagner à l'intérieur. Le trou à fumée mesurait généralement environ 60 à 90 cm de diamètre lorsqu'il était entièrement ouvert, représentant à peu près 5% de la surface totale du sommet du tipi. Cela peut sembler petit, mais il avait été soigneusement calculé à travers des générations d'essais et d'erreurs pour trouver le parfait équilibre entre ventilation et conservation de la chaleur. Avec le trou à fumée correctement configuré, le tipi était désormais structurellement complet. Sécurisé,
résistant aux intempéries et correctement ventilé. Mais ce qui rendait cette habitation véritablement remarquable n'était pas seulement sa construction. Après des semaines ou des mois passés au même endroit, l'appel finissait par se faire entendre. Des bisons repérés au nord, de meilleurs pâturages disponibles au sud, ou peut-être des changements saisonniers exigeant un déplacement. Lorsqu'il était temps de déménager le camp, le véritable avantage de mobilité du tipi devenait évident. Si seulement les entreprises de déménagement modernes pouvaient apprendre de ces techniques, nous pourrions tous économiser sur ces tarifs horaires. Démonter un tipi prenait étonnamment peu de temps, souvent moins de 10 minutes pour des familles expérimentées. Le processus inversait essentiellement les étapes de construction, mais avec une différence clé. La gravité travaillait désormais avec vous plutôt que contre vous. Les piquets étaient retirés en premier, libérant la base de la couverture. Ensuite, les chevilles sécurisant la couture avant étaient retirées, permettant de détacher la couverture de l'armature. Inutile de chercher ces vidéos YouTube sur « Comment démonter une tente » que l'on finit toujours par consulter. Les femmes prenaient généralement en charge la couverture, la pliant soigneusement le long des plis préétablis pour éviter tout dommage. Une couverture de tipi de taille moyenne, malgré un poids d'environ 45 kg, pouvait être pliée proprement par 2 personnes en environ 5 minutes. La couverture pliée formait généralement un paquet compact d'environ 90 cm sur 120 cm. Assez volumineux mais transportable. Pendant ce temps, d'autres démontaient l'armature en perche. Contrairement à la couverture, qui nécessitait une manipulation délicate, les perches pouvaient être retirées rapidement et sans cérémonie. Les perches principales étaient extraites une par une, la fondation du trépied étant la dernière à tomber. Une fois retirées, elles étaient regroupées et attachées à un travois, un simple traîneau en A tiré par des chevaux ou des chiens. Rien n'était laissé au hasard. Même les pierres utilisées pour ancrer la base du tipi pouvaient être ramassées et transportées si leur taille et leur forme étaient particulièrement adaptées. Les meubles intérieurs, tapis de couchage, dossiers et contenants de rangement étaient rapidement chargés sur des travois supplémentaires ou transportés par des animaux de batte. L'aspect le plus impressionnant du processus de démontage était l'organisation impeccable, même sous pression. Chaque membre de la famille connaissait son rôle. Chaque objet avait sa place désignée et tout le monde comprenait l'urgence d'un emballage efficace. Lorsqu'il fallait parcourir 20 mètres avant la tombée de la nuit pour atteindre le prochain campement approprié, s'attarder sur l'emballage n'était pas une option. Peut-être plus remarquable encore, une fois le tipi complètement démonté, il restait très peu de traces que quelqu'un avait habité là. Le foyer pouvait laisser un petit cercle carbonisé et l'herbe serait temporairement aplatie, mais en quelques semaines, la plupart des traces disparaîtraient. Lorsque la tribu se déplaçait vers de nouveaux terrains de chasse, elle emportait sa maison avec elle, prête à reconstruire son village en moins d'1 heure au prochain emplacement. Mais ces habitations mobiles n'étaient pas seulement des abris pratiques. Elles constituaient des espaces de vie complexes avec des aménagements intérieurs spécifiques, conçus pour un confort et une efficacité maximum.